Le sujet que vous traitez est un sujet très important pour vous, pour vos entreprises, pour vos institutions, pour notre pays. Notre pays. La plupart des gens, quand ils parlent de la France, en étant français bien sûr, ils disent ce pays. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas dans le pays. Et c'est pour ça que chaque fois je rectifie le tir, et ça les indispose assez souvent d'ailleurs. Mais notre pays a besoin, notamment actuellement, du concours de tous ceux et de toutes celles qui ont envie de bien faire dans le monde d'aujourd'hui, et non pas dans le monde d'hier, pour aider les autres, et à travers les autres, s'aider soi-même à mieux travailler, à grandir, à se développer, à réussir. Pas interdit, pour chacun d'entre vous, bien entendu, d'avoir envie de réussir à titre personnel, comme personne. Par contre, la manière de réussir, notamment dans la période actuelle, a besoin peut-être un peu d'être travaillé autour de l'idée, c'est à travers mon concours vers les autres, en les aidant à réussir, que je réussirai. Du moins, c'est ma conviction, celle qui, de manière plus ou moins formalisée, m'a toujours habité, et qui continue à m'habiter, et malheureusement, entre guillemets, de plus en plus, parce que, soyons clairs, notre pays et notre Europe, plus généralement, est en face, disons, d'un défi que certes nos hommes et femmes politiques vont nous aider à relever, mais le défi, c'est notre défi, à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, à chacune des entreprises, à chacune des institutions de notre pays ou de notre Europe. Et ce défi consiste à continuer à exister, à vivre, aussi bien que possible, dans un monde qui change et qui ne nous attend pas, vous l'avez compris, pour continuer, voire accélérer son changement au profit du plus grand nombre. Et le plus grand nombre, c'est ni la France, ni l'Europe. Mais c'est quand même au profit du plus grand nombre. Je voudrais vous ressortir de l'idée que ce qui se passe actuellement, ce que vous allez vivre dans les 30 prochaines années, sont des événements négatifs pour l'homme. Non. Jamais dans l'histoire de l'humanité, sous l'angle au moins du confort, du bien-être matériel, physique de l'homme, jamais l'humanité n'aura connu une période de progrès telle que celle qu'elle connaît depuis 20 ans ou 30 ans. Au même moment, il faut qu'on soit conscient, nous qui avons eu, par hasard, la capacité de décoller avant les autres, par hasard, il faut qu'on comprenne que c'est pas parce qu'on a décollé avant les autres qu'on ne peut pas se faire rattraper, mais qu'il est opportun, notamment si on a décollé, de ne pas se cracher. Je suis encore un peu actif dans une entreprise aéronautique, 12 vocabulaires, mais nous avons décollé dans les années 1700, il y a 3 siècles, à un moment où, au moment où nous avons décollé, ceux qui étaient avec nous et qui n'ont pas su décoller, c'était les Chinois. Ils avaient le même niveau de vie que les Français et les Anglais en 1770. Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Rapidement, ils rattrapent ce qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Pourquoi l'ont-ils perdu ? C'est très loin de votre sujet, mais il
faut quand même remettre un peu les pendules à l'heure, c'est la faute de la géologie. Le charbon, source d'énergie, machine à vapeur. Le charbon, ou bien il est sec, ou bien il est humide. Le charbon européen, France, Allemagne, Angleterre, était humide. La machine à vapeur est un formidable engin pour l'exor, c'est-à-dire pomper l'eau. Et la machine à vapeur, alimentée par un petit peu de charbon, a permis l'exploitation du charbon de manière spectaculaire et a permis à l'Europe occidentale, dont nous faisons partie, de décoller au sens rendement et donc au sens niveau de vie, alors que, tenez-vous bien, pour des raisons géologiques et non pas idéologiques, le charbon chinois, qui existe encore, principale réserve mondiale, Chine, aujourd'hui, le charbon chinois, il est sec et manque de peau. La machine à vapeur n'est pas capable d'aérer une mine profonde. D'où coup de grisou. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu en France ou en Europe, mais très peu par rapport à ce qui continue à avoir actuellement en Chine. Et c'est pour ça, uniquement pour ça. Avouez que ça ne tient pas à grand-chose. Qu'il y a eu une grande divergence entre l'Europe de l'Ouest, puis les États-Unis, etc., et le reste du monde qui, à l'époque, s'appelait Chine, et qui était beaucoup plus développé que nous. Avant, la première fois où il y a eu une agglomération citadine d'1 million d'habitants, c'était pas en Europe, c'était pas aux États-Unis, c'était en Chine. La capitale chinoise, dont le nom m'échappe, au IVe siècle, d'après ce qu'on croit savoir, 1 million d'habitants. Bon, tout ça pour nous dire que finalement, si on met de côté la géologie, et si on revient à ce qui caractérise notre époque, l'avenir est celui que nous faisons. Nous, c'est-à-dire les hommes et les femmes. C'est tout. Je reconnais que si on a un peu de pétrole, un peu de gaz, ça aide. Ça aide aussi à gaspiller, comme vous le savez. La Norvège est un pays superbe. Jamais ils n'ont accepté de gaspiller ce qu'ils n'avaient pas gagné. Conclusion, ils le font fructifier pour des temps moins bons dans le lointain futur. Mais nous sommes aujourd'hui dans un monde où c'est l'homme et la femme, bien sûr, qui, à travers ses mérites et sa capacité de travailler avec les autres, est capable de créer un environnement de plus en plus propice, ou pas, à l'augmentation du niveau de vie matériel de l'homme. Je ne parle pas de spiritualité. C'est un autre sujet. J'en profite quand même pour vous dire, entre vous, que vous êtes dans cette salle. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais moi je me suis amusé à regarder, etc. Dans cette salle, qu'est-ce qu'il y a? Tenez-vous bien, il y a presque autant de femmes que d'hommes. Et il y a les 3/4, ou à peu près, ce qui est normal, de ces hommes et de ces femmes qui sont, entre guillemets, dans les RH. Dans le temps, quand on parlait de RH, le mot ressources humaines ne veut rien dire. Si vous pouvez au moins retenir ça, parler de richesses humaines. Avant, on parlait de personnel, c'était plus neutre. Dans le temps, c'est-à-dire lorsque moi j'ai commencé à travailler, il serait jamais venu à l'idée de quiconque, les patrons, de confier à des femmes le soin de s'occuper du personnel, s'occuper entre guillemets, c'est-à-dire essentiellement d'hommes. On confiait ça bien sûr à des hommes, c'est encore souvent le cas, mais on confiait ça à des hommes qui savaient ce que c'était que l'homme. En général, ça s'appelait ancien militaire. C'est assez frappant de voir comment, en 50 ans, on est passé du colonel à la retraite jeune, puisque les colonels, etc., prennent leur retraite très jeune, pour les raisons que vous savez, à savoir que dans l'esprit des militaires, seul le fantassin
existe. Le reste, c'est accessoire. On est passé donc en moins de 50 ans de l'homme à la femme, et je salue positivement l'implication des femmes. Ça ne veut pas dire que les hommes sont mauvais, hein, mais l'implication des femmes dans un sujet où peut-être quand même elles sont plus douées que les hommes. C'est l'empathie, la relation avec l'autre, l'organisation de la vie en commun. Bon, je ne vais pas vous parler des problèmes familiaux, mais enfin, il y a incontestablement, dans beaucoup de femmes, un savoir inné, une capacité innée à créer notamment de l'empathie, plus que dans l'esprit de l'homme, dont vous savez qu'il est structurellement agressif, etc. Deuxièmement, le fait que vous soyez quand même nombreux pour essayer d'apprendre entre vous et avec un certain nombre de consultants, c'est pas un mauvais mot, hein, d'apprendre, disons, à mieux travailler. Grâce à ces consultants, et au passage, je ne fais pas de réclame gratuite pour les consultants, mais l'état d'esprit dans lequel beaucoup d'entreprises se trouvent, que ce soit pour le sujet qui vous réunit aujourd'hui et demain, ou pour n'importe quel autre sujet, qui consiste à dire le consultant, ça coûte cher et ça sert à rien, cet état d'esprit bête que je connais, il faut que vous le sortiez, au moins dans le domaine RH, puisqu'on est dans ce domaine, de l'esprit des gens qui décident sur proposition d'autres, en l'occurrence, souvent de vous-même, à moins que ça soit vous-même qui ayez la capacité de décider, il faut leur sortir de l'idée, le fait que le consultant, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que c'est qu'un consultant? En dehors de sa capacité à réfléchir lui-même, ce qui n'est quand même pas interdit. Mais sa réflexion, elle vient essentiellement de ce qu'il apprend en étant dans une entreprise, chez un client, et en essayant d'aider ce client, quel que soit le sujet. Et fondamentalement, au début, évidemment, c'est le consultant qui apporte l'essentiel de ses convictions, puisqu'il n'a pas eu le temps, disons, de pomper l'expérience qu'il acquiert à travers ses clients. Mais au fur et à mesure que le consultant se développe, c'est-à-dire vieillit, au sens d'entreprise, l'essentiel du savoir du consultant vient des entreprises. Et il la transmet, pas cher. Vous vous rendez compte la publicité qu'il fait pour eux, hein. Il la transmet pas cher par rapport à ce que ça représente, par rapport au rendement, il la transmet pas cher à d'autres entreprises. Moi, pour vous mettre à l'aise, je prends l'exemple de Safran. Safran, superbe boîte. J'aime bien Safran. Quand je suis arrivé il y a 5 ans, pour essayer d'empêcher la boîte d'exploser, je suis tombé sur une boîte qui ignorait le mot consultant. Autour de la réaction, nous on sait tout. Enfin, on sait tout. Ben, on est ingénieur. Bon, tous les consultants, rien à faire avec eux. Et en plus, ça coûte cher. Et en plus, troisièmement, et là ils n'avaient pas tort, ils vont nous pomper ce que nous savons pour le donner aux concurrents. Je ne dis pas qu'ils n'avaient pas tort de risque de penser à cela, mais ils avaient tort de penser que le consultant, comme n'importe qui d'entre nous, a une éthique, et qu'il y a des choses, si vous voulez, qui sont du domaine du client X et non pas de la clientèle. Par contre, il y a des choses, y compris dans les domaines que vous travaillez, sur lesquels, après tout, si on peut continuer à être utile en disséminant la bonne parole, la bonne expérience, le bon concours, la bonne approche, que l'on a élaboré ou contribué à élaborer, ou qu'on a découvert chez l'un au profit de l'autre, eh bien c'est comme les abeilles. Ça permet, disons, de faire fructifier. Voilà pour les consultants. Je reviens à notre sujet. RH. Nous sommes en Europe, notamment en France, dans une situation grave. Nous, au sens économique. Mais qu'est-ce que l'économie, ça fait vivre la population, bon, ça a une certaine importance quand même, voire une importance certaine.
nous sommes dans une situation grave et on a, ça n'est que moi qui parle, au moins 10 ans devant nous, je dis pas de vache maigre. Vache maigre, c'est-à-dire d'obligation, non pas uniquement ou principalement de serrer les boulons, mais de trouver les moyens d'être plus performants pour retrouver le chemin, entre guillemets, de la croissance qui, vu nos valeurs partagées avec les autres Européens, est probablement le seul chemin nous permettant de sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes tombés depuis 15 ans, 15-20 ans. L'origine des problèmes, c'est l'intellect de quelques universitaires américains qui, à un certain moment, ont dit la légitimité du chef d'entreprise et de la seule légitimité du chef d'entreprise est de se consacrer à l'intérêt de ses actionnaires. C'est Milton Friedman qui a dit ça. L'école de Chicago. Drame. Il a dit ça à un moment où, en plus, l'école de Chicago, aux États-Unis, avait de la cote. Alors, moi, aujourd'hui, les Business Roundtable américains ont repris ça au vol, et, notamment en 1997, sorti une décision argumentée en disant, dorénavant, le devoir des chefs d'entreprise est de ne s'intéresser qu'à une seule des parties prenantes, l'actionnaire. Vous rigolez, vous entendez. Et comme ils sont efficaces, ils se sont dit comment faire pour que les chefs d'entreprise soient convaincus de ça. Réponse en alignant leurs intérêts sur celui des actionnaires. Ça s'appelle stock option. Et ça s'appelle réduction des fonds propres pour augmenter la valeur d'une action, tellement plus simple d'avoir une pyramide qui est en équilibre sur la pointe. Parce qu'à ce moment-là, la pointe, quelle que soit sa taille, elle est relativement faible, et le résultat, pendant un certain temps, généré par cette pyramide, il est grand. Et donc, la valeur de l'action augmente. Les deux péchés mortels contre l'entreprise, et donc contre les personnes, et voilà. Ça a mis quelques années à traverser l'Atlantique, et puis ça s'est généralisé à travers un système financier qui voulait absolument profiter de ce nouveau thème pour faire du business. J'ai rien contre. La financiarisation de l'économie a été générée par ça. Et le système s'est emballé avec toutes les conséquences que vous savez. Et aujourd'hui, si l'attention des uns et des autres est focalisée sur la dette des États, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas de la faute des États. Les États, dans ce contexte-là, le nôtre un peu moins que les autres, ont été relativement vertueux jusqu'en 2008. C'est-à-dire que l'endettement des États par rapport à la machine à produire augmentait, c'est vrai, mais augmentait pas fondamentalement par rapport à l'endettement qui augmentait à une vitesse vertigineuse des particuliers, c'est-à-dire le personnel des entreprises, et des entreprises elles-mêmes, y compris financières, pour, par effet de levier, pouvoir prendre de plus en plus de risques, c'est-à-dire gagner de plus en plus d'argent. Puis le jour où le risque vous retombe dessus, on dit aux autres, vous savez, si on disparaît, ça va faire beaucoup de mal aux gens qui ont eu la simplicité d'utiliser notre service pour déposer leur petite épargne. Donc ça va faire un traumatisme politique. Donc, messieurs les politiques, venez nous sauver. Ça s'appelle too big to fail. Et ça a été fait. Parce que, à ce moment-là, très probablement,
toute autre formule aurait été plus affolante pour la population. Voilà où nous en sommes. Tout ça, c'est traduit par les dettes que vous savez, etc. Comment en sortir? Par les hommes et par les femmes. Parce qu'après tout, il y a longtemps qu'on a dit il n'est de richesse que d'homme. Ça remonte quand même à des penseurs français anciens. Mais c'est toujours vrai. Et tenez-vous bien, c'est de plus en plus vrai. C'est de plus en plus vrai. Parce que le degré de compétence, le degré de connaissance qu'a toute personne qui est dans l'entreprise, que ce soit dans la génération qui arrive, les fameux Y, je ne sais pas pourquoi c'est Y, inférieur à 30 ans, ou que ce soit dans la génération, ou les générations qui ont eu la chance d'arriver avant eux, donc les plus âgés, le capital de connaissances qui a été fourni par l'éducation et qui a été entretenu par l'expérience, ou quand même par la formation dans certaines entreprises. Ce capital est un capital considérable, qui est très mal exploité. Je ne vais pas vous dire que tout est parfait, parce que quand j'ai lu récemment dans Le Monde que 30% des jeunes de 17 ans, ceux qui passent vaguement au service civique, là, 30% de ces jeunes ne maîtrisaient pas totalement la lecture, je me suis dit on est mal barré. D'où les problèmes. D'où les problèmes d'améliorer la performance du système éducatif, c'est pas le sujet. Mais il y a 10 fois plus de bacheliers que lorsque moi j'ai passé Bachot. Il y a quelques années quand même, enfin. Et quand je compare finalement l'organisation des entreprises que j'ai connues quand j'ai démarré dans l'entreprise en 1970 à Saint-Gobain, venant quand même après avoir passé 6 ans ou 7 ans dans l'administration, l'Europe et l'Afrique. Quand je compare l'organisation d'aujourd'hui et l'organisation d'il y a 40 ans, je dis malheureusement c'est la même, au sens organisation. Alors qu'il y a une différence fondamentale entre le savoir qui est dans la personne et dans l'entreprise aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était il y a 40 ans. Vous êtes, nous sommes, je plaide pas, coupables comme tout le monde, nous sommes tous encore incapables de comprendre que le gisement de progrès, que nous devons trouver les progrès pour relancer la machine, il est sous nos pieds, si je peux me permettre cette expression, puisque je parle de gisement. Il est sous nos pieds, c'est-à-dire dans les entreprises. Il y a un potentiel d'engagement du personnel au profit de l'entreprise, de leur entreprise, considérable, que nous devons, nous, entre guillemets, managers, de proximité ou pas, les patrons ou pas, que nous devons exploiter dans l'intérêt de l'entreprise, c'est-à-dire dans l'intérêt de chacun, donc aussi de tout ce qu'on n'ose plus appeler les travailleurs. Maintenant, on les appelle des opérateurs. Vous vous rendez compte? Il y a même des opérateurs de surface, je crois. Non, techniciens de surface. Le plus bel exemple de technicien de surface que j'ai en tête, j'ai lu ça. Je ne résiste pas au plaisir quand même de montrer que chacun a du bon sens. C'est un conseil d'administration ou comité qui se réunit et qui, pendant ce temps-là, disons, la femme de ménage passe pour nettoyer les cendriers à l'époque où, etc. Et il se pose gravement la question comment augmenter la consommation de dentifrice. Et alors il y en a certainement qui disent la pub, le machin, la qualité, la forme, etc. Et puis à un certain moment, la femme de ménage dit si je peux me permettre, messieurs, pas compliqué, pour augmenter la consommation de dentifrice, il suffit d'augmenter la section
de sortie du tube de dentifrice. Bon, tout ça pour simplement vous dire que le bon sens et la capacité d'apporter aux autres une contribution, il est là, elle est là. Elle est là. Le problème, c'est que nos managers n'ont pas envie, ou ne savent pas, ou ne veulent pas. Ils n'ont pas envie parce que c'est le changement. Ouf, si on change, et moi, qu'est-ce que je deviens? Soyons clairs, l'homme n'aime pas le changement. Or, nous sommes dans une période de changement que l'homme avec un grand H n'a jamais connu dans son histoire, au moins économique. C'est comme ça. Deuxièmement, ils ne savent pas. Alors ça, c'est le problème des consultants et consorts, c'est votre problème, vous RH aussi. Ils ne savent pas que peut-être quand même, la manière dont ils gèrent leurs travailleurs, leurs opérateurs, n'est pas aussi bonne qu'ils le pensent. Ils font ça sans du tout vouloir mal faire. Mais peut-être qu'on n'aura pas appris suffisamment ce que c'était que la personne, ce que c'était que la capacité d'une personne de se mettre en retrait, ou d'être passive, ou au contraire, d'être réactive, enthousiaste, proactive. Peut-être que ces sujets ne leur ont jamais été exposés. Et troisièmement, dans certains cas, ils ne veulent pas, parce que, en dehors du changement, ils se disent, oh là, si on n'a plus besoin de moi, qu'est-ce que je deviens? Le manager de proximité, qui est à la base de l'augmentation de la performance de l'entreprise au service de tout le monde. Ce manager de proximité, il est mal instruit, mal éduqué. C'est pas qu'il soit pas poli, mais on n'a pas éduqué et on a beaucoup de mal, ils ont beaucoup de mal, si vous voulez, à tout seul, face, si vous voulez, au reporting dont vous allez parler, tout seul prendre des initiatives. Le reporting, il faut en faire. Mais le reporting, c'est le seul moyen, le seul but du reporting, c'est de créer les conditions pour constater qu'on a toujours raison de faire confiance à celui qui vous rapporte. Et à travers ce reporting, on lui donne la possibilité de prendre ses initiatives par lui-même, parce que lui, il sait, et celui qui demande le reporting ne sait pas. Le reporting est une catastrophe dans toutes les entreprises. Et j'ai réussi à obtenir dans Safran récemment qu'on supprime je ne sais combien de processus de reporting. Je ne parle pas des reporting techniques, parce qu'un moteur d'avion, il faut quand même que ça soit sûr. Mais le reporting économique, financier et consort, c'est de la foutaise. C'est simplement un moyen pour la hiérarchie qui descend très bas d'ouvrir le parapluie en disant « moi, j'ai fait ce qu'on m'a demandé ». Au moment où nous sommes face à un besoin d'initiative énorme pour sortir notre pays à travers nos entreprises, de la situation dans laquelle on s'est mis depuis 20 ans, il est absolument indispensable de mobiliser la capacité d'engagement et de bien faire et de bonne volonté de chacun. Et tenez-vous bien, elle existe. Je termine parce qu'elle est en train de s'impatienter en vous disant quelque chose qui, même moi, m'a frappé. Nous avons, Safran, une usine où il n'y a que des femmes. Ça alors, vous vous rendez compte? Que des femmes. Oui, parce qu'il n'y a que des couturières. Ah bon? Couturières? C'est pas tout à fait des couturières, mais c'est l'équivalent. Parce que le câblage électrique d'un avion, c'est très très compliqué. Il faut que ça arrive toujours au bon endroit, hein. Le câble, qu'il soit ni trop long, ni trop court, etc. D'où beaucoup de soins. D'où ma comparaison couturière. 1000 personnes. À un certain moment, on se dit, bon, le management au-dessus de l'entreprise, qui s'appelle la Binal, et l'entreprise est à côté de Toulouse, peut-être que, si on demandait l'avis, vous vous rendez compte? Au personnel, peut-être qu'ils auraient des idées. Après tout, on risque rien, pas grand-chose, de demander l'avis. Ils demandent l'avis.
en disant, si on vous demandait votre avis, est-ce que vous auriez des choses à dire sur la manière dont vous travaillez? Eh bien, ces dames disent probablement. Eh bien donc, on va vous aider à formuler de manière un peu professionnelle vos avis, vos propositions. Ils y mettent quelques personnes, bon, epsilon, quelques sous, je crois notamment en disant, bon, on fait ça hors temps de travail, ou dans le temps de travail, donc plutôt dans le temps de travail. Après tout, c'est un travail que ces dames faisaient. Et la machine à réfléchir se met en route. X mois plus tard, ces dames et les quelques managers qui avaient osé rentrer dans ce sujet viennent présenter leurs conclusions au patron, au sens large du terme, de cette usine et de cette entreprise. Et les gens disent, mais après tout, c'est pas idiot, ça. Pas idiot, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Mais après tout, peut-être que ça marcherait mieux sur le plan de la qualité, du rendement, de la vitesse, de ceci, de cela. Et ils disent, bah, après tout, on risque rien. Surtout qu'ils demandaient epsilon, en dehors de la reconnaissance. Eh bien, on y va. Ils y vont, c'est-à-dire qu'on met en œuvre l'essentiel des propositions. Pas toutes, forcément. L'essentiel. En très peu de temps, d'ailleurs. 6 mois, 1 an. C'est rien. Au bout d'1 an, de ratio. Coût ajouté par l'entreprise, qui est quand même un des moyens de mesurer. Moins 25%. Temps de montage, enfin d'assemblage d'une carlingue. Moins 40%. 40%. Donc ça veut dire besoin de fonds de roulement. Moins 40%. Coût ajouté. Moins 25%. Eh, vous croyez pas que... Eh bien, tenez-vous bien. Ce qui est possible, ce qui a été possible, entre des femmes, mesdames, dans une entreprise réputée technologiquement en avance, ce qui est vrai, eh bien c'est possible partout, à une seule condition, c'est que ceux qui donnent des ordres, ceux qui font faire, découvrent que ceux qui font, ils en savent beaucoup sur la manière de faire, la raison de faire. Ils en savent plus, finalement, que ceux qui ont organisé la manière de produire. Et qu'en écoutant ceux qui font, eh bien, on a une chance, dans une entreprise ou dans un pays, de découvrir la manière de mieux faire. Et de faire plus vite. Et de faire en consommant moins. Ce qui est la condition nécessaire, même s'il n'est pas suffisante, mais ce n'est pas le thème de votre séminaire, pour retrouver le chemin de la croissance. Je termine là-dessus. Quand vous posez la question à un homme politique, la croissance, qu'est-ce que c'est? Pas de réponse. Ils ne savent pas. Au cas où vous ne sauriez pas, je vous rappelle que la croissance, en dehors de celle qui est générée par la population, est le résultat de 2 opérations. 2. Il y a une condition nécessaire qui n'est pas suffisante et une autre condition nécessaire, les deux devenant suffisantes. La première condition nécessaire, toute chose égale par ailleurs, c'est faire plus ou mieux avec moins. Faire plus de produits ou mieux avec moins, c'est-à-dire moins d'argent, moins d'heures, c'est-à-dire moins d'emplois. Ça s'appelle la productivité. Purement et simplement. Ce sur quoi j'attire votre attention, c'est que toute seule, la productivité amène à la situation où nous sommes, nous, France, actuellement. C'est que nous avons une très bonne productivité horaire. La meilleure d'Europe. Vous savez pourquoi? C'est grâce à Martine Aubry. Les 35 heures ont obligé toutes les entreprises, quelle que soit leur couleur, à se dire « j'embauche au minimum ». Conclusion, grâce à Martine Aubry, entre guillemets grâce, nous avons eu un sursaut de productivité qui nous met en bonne position. En oubliant au passage que cette productivité, c'est uniquement celle de ceux qui travaillent
ceux qui ne travaillent pas, ayant peut-être une compétence un peu plus faible, et donc faisant baisser la productivité si on prenait la productivité de toute la population active. Mais cette productivité, si on ne compte que sur elle, elle se traduit par du chômage, purement et simplement, puisque j'en fais plus avec moins. Donc, à côté de cette productivité, il faut l'entrepreneuriat, l'innovation, la créativité, c'est-à-dire recherche, développement, etc., qui, utilisant le temps épargné par la productivité et l'argent économisé par la productivité, les mettent tous les deux, y compris le temps, c'est le chômage, au service d'autre chose, d'un nouveau quelque chose. Et c'est dans ce nouveau que l'on trouve la croissance. On se donne les moyens de la croissance par la productivité et on qualifie la croissance par la créativité. Le problème en France, actuellement, c'est que la créativité patine, même si la productivité n'est pas trop mauvaise, et même si, grâce à votre séminaire, j'ai terminé, madame, grâce à votre séminaire, vous allez être à l'origine d'une augmentation spectaculaire de la productivité dans les entreprises, mais aussi du bien-être de toutes les personnes, parce que la reconnaissance que vous contribuez à apporter à chacune des personnes dans les entreprises où vous travaillez aide ces personnes à exister en tant que personnes, à être heureuses au travail, à se faire plaisir, et donc à travailler de mieux en mieux. Voilà mon message d'espoir. Merci.